Bonjour le monde. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Savez-vous pas ce qui se passe à Neuilly dans nos campagnes? Eh ben, olé les vendanges. Les vendanges avec le JH, comme ils causent de même, comme nous parlons je. Hein, au départ, on dit JH. Voilà, olé les vendanges. Et alors les vendanges, olé une grande tradition dans notre région. Malheureusement, dans les fermes à Neuilly, on n'a plus beaucoup qui vendangeons parce que le droit de brûler, on s'est plus transmis, il n'y a plus droit. Et puis, on est compliqué d'entretenir une vigne à Neuilly quand on est cultivateur. Mais autrefois, donc, y allons parler de ces petits lopins de vigne qui restent encore et de ces vendanges qui se font en ce moment. Alors, on en trouve parfois, justement, de ces petites bandes de vignes au milieu de nos prés de céréales. Voilà, elles sont un peu perdues, isolées. Vraiment, il y en a de moins en moins. Alors, elles se limitent à quelques rangs. Ça va de 7-8 rangs jusqu'à 15 rangs maximum. Et donc, chaque petite parcelle donne lieu à une, évidemment, grande fête au moment des vendanges. On peut voir éventuellement des parcelles un peu plus importantes si les fermes sont un peu plus grandes. Et ça permet aux fermiers de profiter de leur vin toute l'année, mais aussi de leur pinot et de leur eau-de-vie. Alors, nous allons faire un petit peu d'histoire quand même, parce que, évidemment, les vignes ici, c'est une terre de vignes parce que c'est une terre calcaire. Et ça remonte à l'époque gallo-romaine. Les gallo-romains ont tout de suite vu qu'ils pouvaient planter de la vigne autrefois. Et donc la vigne, en fait, on en trouve trace donc à cette époque avant Jésus-Christ, comme on dit, et puis tout au long du Moyen-Âge. Et pendant toute cette période, jusqu'au 19e siècle, on va cultiver la vigne pas comme on la cultive aujourd'hui. En fait, c'est une vigne rampante. Et puis, entre les pieds de vigne, on fait de ce qu'on appelle de la polyculture. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas perdre de terre. Donc, on plante de l'orge, des fèves, des asperges, des carottes, des choux. Voilà, c'est vraiment une polyculture. Et on récolte évidemment le raisin pour après faire du vin. Alors, les cépages anciens, on en a quelques traces dès le 6e siècle. On a un cépage qui s'appelle le mavro, et c'est un mot qui vient du grec ancien, qui veut dire noir, tout simplement, un cépage qui donne du raisin rouge, en fait. Voilà, et qu'on a appelé aussi le négré, ou la négrette, ou la folle noire aussi, un peu plus près de nous, ou le ragoutan même, ça devait être une petite piquette, quoi, voilà, faut le dire. Et puis, dès le XIVe siècle, alors comme cépage, ici, on trouve aussi le gamay. Et puis, dans les blancs, on trouve un cépage que l'on nomme, on le voit dans les écrits anciens, sur nos terroirs, le blanc est appelé la folle blanche. Ou le chenin blanc aussi, dès le XVIe siècle. Là, on a des écrits, notamment Rabelais, dans son Pantagruel et Gargantua, évidemment, qui aimait bien boire un coup, voilà, et qui nous décrit justement ces vignes faites avec ces cépages-là. Et puis, bien sûr, après, plus tard, au XVIIIe, on a ce qu'on appelle le Cabernet blanc, dès le XVIIIe siècle. Mais c'est surtout au 19e siècle donc, qu'il va se passer un événement absolument incroyable. C'est que jusque-là, les terres d'Aunis, de Saintonge et de Poitou étaient vraiment recouvertes de grands vignobles. Il y avait énormément de vin. C'était une terre de vin qui s'étendait jusqu'au Bordelais. Et évidemment, au 19e, certains viticulteurs ont voulu faire beaucoup plus de profit. Donc, ils ont voulu agrandir leur terre et planter beaucoup plus de plants de vignes. Donc, comme le commerce et l'industrie se développent énormément, et le commerce avec le Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis, on va ramener, donc pour faire plus de rendement, des plants, ce qu'on appelle américains.
Sauf qu'avec ces plants américains, eh ben, on va ramener un insecte terrible qui va donner ce qu'on appelait le phylloxéra. Et c'est en 1863 à peu près qu'on ramène ces plants américains. Mais on ramène aussi cette terrible maladie. Parce qu'avant, il y avait des maladies qui faisaient des dégâts, mais pas autant. Hein, les petites maladies avant, du 16e au 18e, on en a recensé. Hein. Il y avait, par exemple, la pyrale. Hein. La pyrale, oléum papillon. Oléum papillon, et puis on avait le mildiou. Oui, champignon. Un champignon, hein. Puis on avait l'oïdium également, hein, qui est un champignon aussi. Ouais. Mais le phylloxéra, alors là, on n'avait jamais rien vu de pareil, à tel point que c'est vraiment un fléau qui va s'étendre partout, sur tout le territoire, non seulement d'Aunis, de Saintonge, de Poitou, mais de toute la France, puisque les 2/3 des cépages vont être décimés partout en France. Ça a été terrible. Donc, la deuxième moitié du 19e, eh bien, les paysans et puis les viticulteurs, les grands propriétaires viticulteurs, hein, du Cognac et du Bordelais, vont être obligés d'arracher tous leurs pieds de vigne. Et évidemment, ça va faire de la main-d'œuvre au chômage. Ça veut dire un exode rural vers les villes. Et donc, les campagnes, les agriculteurs qui vont rester sur leurs terres vont devoir se remettre en question. D'où le développement de l'élevage bovin, essentiellement, qui va évidemment se développer dans nos campagnes, chez nous, mais aussi les céréales, la culture de céréales à la place des vignes. Et progressivement, jusqu'au début du XXe siècle, il y a quand même de courageux viticulteurs qui vont replanter des plants américains, mais avec cette fois-ci des produits comme le sulfate au pied, pour évidemment se protéger des insectes et des champignons. Et on ne va pas replanter comme avant, c'est-à-dire qu'on va replanter avec des rangées. Ce que l'on voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des rangs de vignes qui permettent tout simplement un entretien beaucoup plus facile, hein, parce que la vigne, c'est quand même énormément d'entretien. Alors, au bout de ces rangs de vignes également, on trouve dans nos terroirs des arbres fruitiers. On plantait au bout des rangs, dès la fin du 19e, on plantait des pêchers chez nous et des brugnonniers, hein, ce qu'on dit, les brugnons de vigne. Hein. La pêche de vigne aussi. La pêche de vigne, hein, on le dit. Et puis, dans certains terroirs, on plante également des rosiers, mais plus comme dans l'Angoumois. Oui, vers l'Anjou. Parce que les pucerons allions d'abord sur les rosiers avant d'attaquer la vigne. Voilà. Et donc, évidemment, une fois qu'on a planté tout ça, eh bien, il faut entretenir tout ça. Et il y a une chanson qui résume absolument tout ce qu'on doit faire quand on plante la vigne, de la vigne, jusque finalement à la dégustation du vin. Alors, y allons la chanter un petit. Hein. On ne va pas tout chanter parce que vous allez comprendre pourquoi. Hein. Mais vous la connaissez, j'en suis sûre. Hein. Chantons la vigne, la voilà la jolie vigne, vignon, vignon, le vin, la voilà la jolie vigne à vin, la voilà la jolie vigne. De vigne en terre, la voilà la jolie terre, terron, terron, le vin, la voilà la jolie terre à vin, la voilà la jolie terre. Et ainsi de suite, de terre en cep, de cep en pousse, de pousse en feuille, de feuille en fleur, de fleur en grappe, de grappe en cueil, de cueil en hotte, de hotte en cuve, de cuve en presse, de presse en tonne, de tonne en cave, de cave en perce, de perce en cruche, de cruche en verre, de verre en trinque, de trinque en bouche, de bouche en ventre, de ventre en terre, de terre en cep, etc. Et ça recommence. Alors, vous voyez, c'est une chanson, bien sûr, à danser aussi. Et c'est une chanson, en fait, qui relate absolument tout le processus de la vigne, hein, qui va jusqu'au vendange et jusqu'au vin. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va décliner, hein, puisque une fois qu'on a planté, bon, eh bien, arrive évidemment, il faut labourer. Alors, entre les rangs, on laboure à la bouelle. Alors, la bouelle, ça veut vous se coller.
Non. Olé, une houe à Mais manches c'est pas du courtes, parce que autrefois, il fallait passer entre les rangs, et la houe était tirée soit par les chevaux, un cheval, en général, il n'y en avait qu'un qui pouvait passer, soit même parfois avant par un bœuf, voire même une vache si on n'avait ni bœuf ni cheval. Voilà. Donc un cheval coûtait plus cher qu'un Voilà, bœuf. et oui, ça coûtait cher, donc il fallait labourer. Bon, et puis après, arrivait l'hiver, et puis le printemps, et puis il fallait tailler ces fameux ceps de vigne. Ah ben, taille en avril, taille en chétis. Taille en mai, taille en gorée. Ah bah oui, parce que en fait, les anciens le savions que taille en février, tu mets le raisin dans ton panat, c'est-à-dire dans ton panier. Et donc, c'est important de tailler la vigne au bon moment. Et alors, évidemment, pour tailler la vigne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on récupère les sarments, les javelles, comme on disait aussi autrefois. Et puis, on fait des fagots avec ces javelles et ces sarments. Et puis, ces sarments, savez-vous à quoi que le servant? Allumer, voilà. Allumer le four à fumée. pain pour faire le pré-fou. Alors, vous parlez de pré-fou à un autre cas, vous allez les voir. Donc, on fait des fagots avec les javelles. Voilà. Et puis après, les brins qui restent, évidemment, se développent. Et puis après, arrive un moment où il faut les accoter. Vers mai-juin, là, il faut les relever. C'est-à-dire les relever pour pas que le touchions la terre, pour pas que les fruits touchions la terre. Donc, on passe beaucoup de temps, en fait, à entretenir une vigne au lait vraiment très, très long à faire. Voilà. Et alors après, arrive enfin le moment des vendanges. Alors, autrefois, les vendanges osent passer fin septembre, début octobre. À Neu, on les banne avancés, puisque à Neu, on a déjà nos parcelles qui sont vendangées. Voilà. Même chez nous. Alors, comment qu'on se passe les vendanges? D'abord, il faut beaucoup de préparation, et puis il faut ameuter tous les voisins, parce qu'il y avait besoin de monde, beaucoup de monde pour faire les vendanges, parce qu'on se fait sur une journée, voire deux maximum, parce qu'il faut vraiment qu'on se fasse tout en même temps. Donc, il faut beaucoup de monde. Donc, il y avait de l'entraide, comme pour les battages, en fait, pour faire les vendanges. On appelle les voisins. Et puis, tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut pour faire les vendanges. Tout le monde n'a pas de charrette. Tout le monde n'a pas de pressoir. Donc, il y a beaucoup d'entraide dans les fermes pour faire son vin. Et puis, ça donne l'occasion aussi de se voir et puis de faire la fête, évidemment. Alors, pour préparer les vendanges, faut d'abord tout passer à l'eau chaude. Les pressoirs, les cuves, les bassiots, les hottes, etc. Bon. Et donc, arrivent les vendanges. Et chaque rang, on appelait ça des virées. Les rangées, donc par rangée, on se répartissait. Donc on pouvait être, selon la longueur de la rangée, on pouvait être 3 ou 4 par virée. Donc on avait un tronçon de rang à faire, et de chaque côté. Voilà. Et donc on se répartissait comme ça. Et une fois qu'on avait chacun notre baquet, et puis notre petite serpette, là, sécateur, là, et vendangette, on appelait ça la vendangette, en fait. Serfouette. Serfouette et la vendangette. Et c'est un petit sécateur, mais plus fin qu'un sécateur, quoi, avec un petit baquet. Alors, sur le plateau, là, on a un mini baquet, évidemment. C'est pas, le baquet était plus gros. Une fois que le baquet est rempli, le vendangeur le vide dans la hotte du porteur. Alors, c'est des hottes qui peuvent recueillir jusqu'à 20-25 kilos de raisin. C'est très, très lourd, quand même. Voilà. Les jeunes costauds qui faisaient ça. Voilà, c'est les hommes qui faisaient ça, parce qu'il fallait qu'ils passent tout le long du rang. Et une fois que la hotte était pleine, l'allion vidait tout cieux dans les basses, qui sont vraiment des récipients ovales en bois. Celle qu'on voit à l'écran, elle n'a pas été lavée, mais bon, ils n'avont pas vendangé avec, ils vous rassurent. Donc les basses, elles étaient chargées sur la charrette, souvent, voilà, et on remplissait les basses sur la charrette, voilà. Et parfois, sur la charrette, alors on dépendait des vendanges, on lavait la cuve également. Et donc, avant de vider dans la cuve, il fallait évidemment broyer le raisin.
Donc il y avait un broyeur à raisin, hein, une espèce de, voilà, on le voit à l'écran, de grand entonnoir avec une moulinette, hein, qu'on plaçait directement sur le pressoir ou parfois sur une basse, tout simplement, et après on vidait dans la cuve. Voilà. Alors, les pressoirs, ils sont en bois de hêtre, généralement, et ils sont cannelés, et ils sont sur un support en ciment, souvent, ou en bois, parfois, hein, évidemment. Et donc, on met le raisin broyé dedans, et autrefois, on pressait ce raisin au pied. On foulait le raisin au pied, hein, comme ça se passe encore dans quelques régions, hein, ça peut arriver encore. Et dans les petites fermes, on mettait plutôt des cales en bois, enfin des gros madriers de bois, hein, qu'on serrait très très fort avec un tourniquet, hein, avec des poids. Hein, voilà. Donc là, on voit un pressoir, hein, et peut-être qu'on verra aussi les madriers en bois, voilà, qu'on empile, hein, et les hommes tournaient pour presser bien le jus. Et il existe des pressoirs, alors beaucoup plus importants, ça dépendait, hein, quand on avait beaucoup de vignes. Les grosses exploitations. Voilà, les grosses exploitations, il y avait des pressoirs vraiment monumentaux, hein, voilà, il y en a un à l'écran là, avec, où la presse était actionnée par des poulies cette fois-ci, hein, voilà. Donc ça, effectivement, ça arrive aussi. Et puis, évidemment, une fois qu'on avait bien pressé le raisin, eh bien, on s'empressait justement de récupérer le jus, parce que le jus, on appelle ça le mou. Et avec le mou, ce jus de raisin, ce premier jus de raisin, eh bien, il fallait vite le récupérer dans des seaux et le mettre dans des bonbonnes en verre, souvent. Et on mélangeait souvent 2/3 de mou et 1/3 d'eau de vie de l'année dernière pour faire le pinot. Et on le réservait. Voilà. Et après, évidemment, il y avait d'abord les petits drôles qui avaient le droit de passer parce que juste sous la presse, là, le premier mou, oh là là, ce qu'on était bon. On était bon, mais alors, il ne fallait pas en boire de trop. Voilà, attention que les toilettes soient pas Ouais, trop loin. voilà. Et puis, on avait aussi le Pinot Minute. Oui. Ça, alors, on était directement un mélange fait quand on avait le Ressuna qui approchait, et bien on finit les vendanges, on récupérait du mou, et garochions de l'agnole dedans direct, puis on l'était vite servi dans les verres. Voilà, le Pinot Minute. Alors là, on était raide, hein, quand même. Hein. Et puis bien sûr, après le reste du mou était récolté évidemment pour mettre dans les barriques et puis faire le vin. Alors, évidemment, les vins de ferme, ce ne sont pas des vins de garde, hein, c'est clair. C'est des vins qui servaient à, tout simplement, à faire l'année, hein, voilà. Hein. Ouais, beaucoup servi pour remercier les gens au moment des vendanges, des battages. Exactement. C'est là qu'on servait le vin. C'est là qu'on servait le vin. Parce que de la main-d'œuvre qui avait bien bu et bien mangé, ou il était de la main-d'œuvre pour l'année d'après. Voilà. Et puis, s'il restait des fonds de barrique de l'année dernière, eh bien, on servait à faire du vinaigre. Parce que chacun aussi faisait son vinaigre, avait son vinaigrier. On avait un petit baricot qui était réservé au vinaigrier. Et oui, rien ne se perdait autrefois. Hein. Et puis, on était bien bon, le vinaigre de vin d'autrefois. Oui. Hein. Et puis, une fois que le dernier rang, la dernière charrette partait de la vigne, hein, était vendangée, eh bien, on décorait la dernière charrette et on l'a décorée avec ce qu'on appelait la gerbaude. Alors, la gerbaude, on était en fait des gerbes faites avec des sarments de vigne, hein, comme ça, là, en fait, des sarments, c'est pas des branches de vigne, hein, qu'on mettait en gerbe et on les croisait de même, là, et on appelait ça la gerbaude parce qu'elle était en forme de papillon, en fait. Et ça signifiait qu'on avait fini, donc, les vendanges, hein. Parce que les vendanges ont duré, hein, fallait se lever à 5h du matin, hein, on commençait à la pointée du jour, à 9h30 on lavait le casse-croûte, et puis il fallait finir absolument de vendanger, hein, tous les rangs de vignes avant de Ressuna. Alors parfois le Ressuna, on l'était à 14h ou à 15h, mais ça, on l'était pas grave. Hein. Et puis le soir, une fois que tout était fait, que tout était pressé, etc., et tout dans les barriques, on n'avait pas d'heure pour chanter, danser, faire la fête, boire un coup, toute la nœud, si on fallait. Et puis là, on avait tout plein de danse comme cette là. Et puis tout plein de danse
toutes les danses à boire, toutes les chansons à boire que vous connaissez, eh bien, ça vient des vendanges. Voilà, mais ça, on fera l'objet d'une autre émission. Alors, ils vous disons à bientôt. À Tchefaït. À bientôt.